Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de ma série Checkpoint spécialement consacrée à Rafinha. On va voir pourquoi sa progression est totalement normale. Beaucoup de gens nous disent que s'il remporte le Ballon d'Or 2025, ce serait une anomalie. Ou en tout cas, ça prouverait que le niveau footballistique a largement diminué et que ce ne serait pas un Ballon d'Or méritant. Par rapport à ça, je trouve ça assez dingue. On va voir plein de choses dans cette vidéo. On va parler du joueur, de sa saison actuelle, de son parcours notamment au Barça. Et puis, vous allez voir aussi que les trajectoires de carrière des joueurs peuvent beaucoup varier. Et ça, pour moi, c'est un point très important pour pouvoir analyser les performances des joueurs. Déjà, pour commencer, cette saison, Rafinha est en train de faire des folies. Quand on regarde en termes statistiques, déjà, pour commencer, il a joué 31 matchs cette saison. Il a su marquer 23 buts et délivrer 11 assists. C'est énorme. Il a été décisif 34 fois en 31 matchs. Évidemment, il y a très peu de joueurs qui font mieux que lui, mais quand on regarde pour moi, en soi, les statistiques, c'est pas ce qu'il y a de plus important, parce qu'elles veulent tout et rien dire. Ce qui est important chez Rafinha, c'est qu'il est décisif dans les plus gros matchs jusqu'à présent. On l'a vu marquer un triplé mémorable face au Bayern Munich en Ligue des Champions. On l'a vu décisif lors des deux premiers classicos, un où il met un lob assez mémorable encore une fois, et l'autre où il met un doublé en finale de Super Copa avec un deuxième but magnifique. On l'a vu aussi en Ligue des Champions face à Dortmund à l'extérieur mettre un but important. On l'a vu aussi mettre un doublé face à Benfica lors du remontada folle du Barça où il met un but iconique en toute fin de match. Et là, on est qu'au mois de janvier. On n'est pas encore arrivé dans les plus fortes échéances, donc en soi, faudra faire le point à la fin de la saison. Mais en tout cas, jusqu'à présent, dans les très gros matchs, il est décisif. Il est important pour le Barça et à chaque fois, il répond présent. Ça, c'est important. Maintenant, si on en revient à ses débuts au Barça, c'est important pour moi de faire le point, pas sur toute sa carrière, parce que ça prendrait trop de temps et en soi, je ne sais pas si c'est forcément pertinent. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Comment Rafinha est passé d'un joueur qui a été énormément décrié au Barça à un joueur aujourd'hui qui est considéré comme l'un des meilleurs au monde. Alors déjà, quand il arrive au Barça, il signe pour 58 millions d'euros. Mais quand on contextualise un petit peu, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à ce moment-là, le Barça n'a pas vraiment les moyens et Laporta décide de faire des prêts financiers pour pouvoir faire un mercato avec beaucoup d'arrivées, notamment Lewandowski, Koundé, Christensen et Rafinha. Et par rapport à ça, il y a beaucoup d'argent qui a été investi. Quand le Barça avait mis 58 millions d'euros sur l'ailier brésilien, c'est parce que au niveau de l'attaque du Barça, il manquait de la certitude. Et quand on regarde par exemple Dembélé était le joueur référent en attaque, maintenant le problème c'est qu'il n'était pas assez fiable. Il se blessait beaucoup trop souvent et on ne savait pas si on pouvait compter sur lui lors d'une saison entière. Donc Rafinha est arrivé dans le même registre. Rappelez-vous bien qu'à ce moment-là, c'est Xavi Hernandez qui est le coach du Barça. Et lui, dans sa vision du football, les ailiers font partie intégrante de son jeu, mais surtout avec l'idée de se dire qu'ils étirent beaucoup le jeu et qu'ils collent la ligne. Donc à ce moment-là, tu fais venir Rafinha parce que tu comptes sur lui au niveau de ses qualités de dribbleur en un contre un. À Leeds, on avait vu beaucoup de compilations où il réussissait des dribbles assez dingues. On se disait que c'était un ailier brésilien, donc forcément il était bon dans l'un contre un et que c'était sa force première. Et on s'est un petit peu trompé sur ses véritables qualités. Et c'est là qu'il faut se concentrer dans un premier temps. Au départ, on a demandé à Rafinha de faire ce que Dembélé fait, de lui apporter de la concurrence et d'être un dribbleur, un joueur qui colle la ligne et un joueur qui élimine en un contre un. Et au fur et à mesure du temps, on a vite compris qu'en réalité en un contre un, il n'est pas si fort que ça, voire pas du tout, et que par exemple, si on le comparait à Ousmane Dembélé, il y avait un monde d'écart. En tout cas, dans ce domaine-là, je précise bien. Et donc, quand on regarde, ça fait que Rafinha se dénaturisait et donc jouait dans un rôle qui ne le convenait pas. Et donc, match après match, il décevait et les attentes étaient très hautes, mais pourtant, ce qu'on voyait sur le terrain, ce n'était pas dingue. Alors, ok, il y avait des buts, il y avait des passes D, pas forcément dans les gros matchs, il y avait quand même des stats, peut-être même plus qu'Ousmane Dembélé, mais dans la production, c'était insuffisant. Lors de sa deuxième saison, on le voyait de plus en plus nerveux. À chaque fois que Xavi le sortait, il s'énervait et se plaignait. Il voulait avoir plus de temps de jeu et pensait pouvoir réussir au sein de ce club. Et ça a été problématique parce que le Barça était dans une situation très compliquée et lui pensait uniquement à ses performances individuelles qui n'étaient pas à la hauteur.
plus qu'au collectif. Donc on avait un joueur qui avait un rôle qui ne le convenait pas. Donc au niveau du Barça, dans la cellule de recrutement, ça a été une erreur. Par rapport à ça, il n'arrivait pas à bien jouer. Et en plus de ça, au niveau de sa mentalité, de son caractère, ça ne matchait pas aussi. Et donc c'était très problématique. Maintenant, le truc, c'est qu'il y a eu un déclic. Et ce déclic-là est arrivé lors de la rencontre face au Paris Saint-Germain, lors des quarts de finale de la Ligue des Champions. Et à ce moment-là, on a vu un Rafinha qui a joué à un autre poste. Déjà, il faut commencer par ça. Xavi a enfin compris que ce n'est pas un dribbleur, ce n'est pas un joueur qui élimine un contre un. Par exemple, Lamine Yamal, qui avait seulement 16 ans à ce moment-là, qui était très jeune, qui faisait ses débuts en pro, était largement meilleur dans le rôle d'ailier droit, où il collait la ligne et où il faisait des éliminations en un contre un. Et donc, Rafinha, lui, est allé sur le côté gauche parce qu'il n'avait plus trop le choix vu que la Yamal s'est imposé et on l'avait dans un rôle où il était beaucoup plus axial. C'est simple, lors du match face au PSG, la tactique de Xavi, notamment d'un point de vue offensif, c'était surtout de demander à Lewandowski de décrocher et à Rafinha de prendre la profondeur dans son dos pour pouvoir dévorer des espaces et jouer sa qualité de percussion et donc de finition, alors qu'il ne marquait pas tant de buts que ça. Et pourtant, dans la double confrontation en quart de finale de Ligue des Champions, il va mettre 3 buts en 2 matchs. 3 buts très importants, un doublé à l'aller et un but au match retour. Le Barça sera finalement éliminé, mais dans l'idée, on voit un autre visage de Rafinha. Le Barça est éliminé, mais on retient que Rafinha a été très bon dans un rôle différent. Et c'est là qu'il va terminer la saison de manière très correcte, il va encore continuer à marquer des buts et à montrer de bonnes choses. Et là, on commence un petit peu à comprendre. Maintenant, les doutes persistent. On ne peut pas non plus dire que sur une double confrontation et sur quelques matchs de fin de saison, on est convaincu que Rafinha va réussir au Barça. Très loin de là. C'est un joueur avec une forte valeur marchande et le Barça voulait tout de même le vendre. On avait des rumeurs sur Nico Williams qui pouvait arriver après un Euro exceptionnel avec Lamine Yamal. Mais Rafinha était persuadé de pouvoir réussir au sein du FC Barcelone. Donc il a tout fait pour rester, il n'a pas accepté de partir et donc le Barça ne pouvait pas acheter Nico Williams sans la vente de Rafinha. À ce moment-là, il est resté, Hansi Flick est arrivé au sein du club et ça c'est très important parce que lorsqu'il est arrivé, il a tout simplement fait confiance directement à Rafinha. Et ça c'est un point très important, la confiance qu'Hansi Flick a donnée à Rafinha. Il en a parlé lui-même le Brésilien. Il a dit qu'avec Xavi, il se sentait pas assez en confiance parce que même lorsqu'il jouait bien, il était sorti à l'heure de jeu. Et il avait l'impression que quoi qu'il faisait sur le terrain, il n'allait pas gagner la confiance du coach catalan. Alors qu'avec Hansi Flick, dès le début, il a eu sa confiance et ça lui a donné encore plus de motivation. Maintenant, ce qui est important, c'est que Hansi Flick a misé sur la continuité et a tout simplement été sur les pas de Xavi parce qu'il a continué à faire jouer Lamine Yamal sur l'aile droite avec un rôle où il devait éliminer en un contre un et Rafinha sur l'aile gauche, mais surtout dans un positionnement plus axial, dans le demi-espace où il était proche, voire même très proche de Lewandowski. Et ça a fait la différence aussi, parce qu'à ce moment-là, c'est un rôle qui correspond à ses qualités, c'est un joueur qui excelle dans les appels en profondeur et au niveau de la finition. Ça, on l'a bien vu parce que directement après, il a su exploser. Et puis, ce qui est important, c'est que, ok, il y a la confiance d'Hansi Flick, il y a le déclic qui avait eu lieu juste avant, il y a aussi la continuité donc avec ceci, et puis, pour terminer, il y a le style de jeu de Hansi Flick, où il prône beaucoup plus le football vertical. Alors attention, Xavi aussi mettait de plus en plus en place un jeu vertical au sein du FC Barcelone. Maintenant, Hansi Flick l'a amplifié très largement et a bien mieux préparé cette équipe-là dans cet aspect. Et donc, ça fait que, au final, l'équipe joue sur les qualités de Rafinha avec un football beaucoup plus direct où l'équipe du Barça accepte beaucoup plus d'être dominée, de ne pas avoir le ballon pour pouvoir exploiter les grands espaces. Et à ce moment-là, ça correspond totalement à l'attaquant brésilien. Donc, ce contexte-là était largement favorable à Rafinha pour qu'il puisse progresser. En soi, quand on regarde à l'heure actuelle, il a 28 ans. Et on dit toujours qu'un joueur de foot arrive à son prime à environ 27-28 ans. En tout cas, ça dépend du poste. Parce que par exemple, pour un défenseur, ça peut arriver plus tard, pour un gardien aussi. Mais pour un milieu ou pour un attaquant, on a toujours dit ça. Et pourtant, ça surprend énormément de gens en se disant que c'est peut-être un peu trop tard et qu'il ne va plus atteindre son plus haut niveau. Mais si, on l'a toujours dit. Et c'est une évidence parce que physiquement, tu commences à arriver à l'âge où tu connais le mieux ton corps. Tu commences aussi à avoir de l'expérience, mais ne pas être trop âgé
pour perdre un petit peu tes capacités physiques. Et donc, tout ça, c'est logique. Et ça fait que Rafinha arrive à 28 ans, où il est à l'âge de son prime. En plus de ça, dans un contexte hyper favorable, où il est enfin apprécié des supporters, où il joue dans un rôle qui le correspond très bien, avec un coach qui lui fait confiance, avec un style de jeu aussi de l'entraîneur qui met en avant ses qualités. Donc, par rapport à tout ça, forcément que ça l'aide. Et puis, quand tu rajoutes à ça le fait est que l'effectif du Barça et le collectif de manière globale a beaucoup évolué avec Hansi Flick. Quand tu vois que Pedri a vraiment les rênes du milieu de terrain où il contrôle le tempo du match, Lamine Yamal a pris une autre dimension. Lewandowski aussi qui, bon, n'est pas toujours au top, mais globalement, il a marqué beaucoup de buts et a beaucoup aidé aussi Rafinha à être un appui pour pouvoir plus se projeter. Tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment toutes ces raisons-là qui font que Rafinha a su progresser. Et c'est quelque chose de normal. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a une chose importante à dire. C'est que forcément, auparavant, même moi, je critiquais Rafinha et je disais qu'il n'avait pas le niveau pour le Barça et qu'il ne devait pas rester au sein du club. Maintenant, il ne faut pas non plus rester sur son avis. Si le joueur progresse, si le joueur évolue, il faut aussi faire évoluer son avis. Et ce qu'il faut se dire, et ce qui est très important, c'est qu'on part trop du principe où les grands joueurs sont ceux qui commencent fort leur carrière. Alors qu'en soi, ce n'est pas du tout le cas. Quand un joueur comme Kylian Mbappé commence sa carrière très fort directement, à 19 ans remporte une Coupe du Monde et tout de suite montre un niveau de très très haute volée. Et quand on regarde Lamine Yamal qui commence à 16 ans, à 17 ans directement avec l'Espagne à l'Euro, il est décisif, etc. C'est des anomalies. C'est des joueurs qui font des folies. Ronaldo et Messi aussi sont des anomalies. Et par rapport à ça, il ne faut pas se fier à ce type de joueurs-là. Il faut plutôt se fier à des joueurs par exemple, comme Karim Benzema. Quand on a regardé son début de carrière, il a commencé très fort, ok. Il a eu un moment de creux et au final, on ne se disait pas qu'un jour, il aurait pu gagner un ballon d'or, qu'il aurait pu être considéré comme étant le meilleur joueur au monde, mais il l'a fait. Et il a fini par le faire à 34 ans. Quand on le regardait jouer avec Cristiano Ronaldo, on se disait jamais que Benzema un jour serait à la place de Ronaldo. Ne serait-ce que pour une seule saison, avec une saison historique où il porte le Real Madrid. On ne pensait pas ça et pourtant il l'a fait et à un âge très avancé. On ne sait pas tout prédire dans le football et le prime d'un joueur peut arriver beaucoup plus tard que prévu. Donc par rapport à ça, il faut bien le garder en tête. Et à contrario aussi, quand on regarde, il y a des jeunes joueurs qui commencent très fort et au final ils déçoivent. Il y en a énormément. Regardez par exemple Ansu Fati, il a commencé à 16 ans et très tôt il était un joueur important du Barça. Son talent a sauté aux yeux du monde entier et pourtant il n'a pas réussi jusqu'à présent à répondre aux attentes. Alors il est encore jeune, il peut encore se relancer peut-être, mais bon, il y a quand même peu de chances aujourd'hui qu'il puisse accomplir de grandes choses. Quand on regarde aussi un joueur comme James Rodriguez, un exemple contraire parce que lui ce n'est pas un problème de blessure, mais lui aussi a commencé sa carrière de manière très impressionnante où il a fait des compétitions mémorables et pourtant il a fini par décevoir alors que son talent est indéniable. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les joueurs ont des trajectoire de carrière différente. C'est très important de le prendre en compte. Ce n'est pas parce qu'un joueur est précoce qu'il va accomplir une grande carrière. Ce n'est pas parce qu'un joueur est en retard qu'il ne va pas accomplir une grande carrière. Regardez par exemple aussi Marc Casado. Aujourd'hui, il a 21 ans. Il commence à s'imposer au Barça, à avoir du temps de jeu en équipe première. Jusqu'à présent, il jouait en troisième division. Il a eu du retard sur pas mal de joueurs et peut-être qu'il va finir par accomplir une grande carrière parce que pour l'instant, il est vraiment en train de s'imposer et d'impressionner tout le monde à un poste très important au sein du Barça. Alors peut-être aussi que la saison prochaine, il va perdre sa place. Tout est possible justement. On ne sait pas ce qui peut arriver. Et ce n'est pas parce que tu as quelques années de retard sur la plupart des joueurs à l'heure actuelle que forcément tu vas finir par décevoir. Au contraire. Et Rafinha, en tout cas, ce qui est impressionnant, c'est que oui, ce n'est pas le joueur le plus talentueux. C'est un Brésilien, mais on ne l'a jamais annoncé comme étant l'un des plus grands talents. Comme par exemple Vinicius, on l'avait annoncé comme un gros prospect ou d'autres joueurs brésiliens. Maintenant, lui, ce qu'il faut dire, c'est qu'il a énormément travaillé. Il a un mental monstrueux, il a travaillé là-dessus et il a su être patient. Avec le temps, il a gommé ses défauts, il a su trouver son propre style avec ses qualités et il a su en faire profit pour son équipe avec beaucoup plus de leadership. On l'a vu aussi que le fait est qu'il ait eu le brassard de capitaine l'a beaucoup aidé mentalement. Et par rapport à tout ça, aujourd'hui, Rafinha n'est pas Ronaldinho, n'est pas Neymar, ne va jamais être ce type de joueur-là. Mais pourtant, Rafinha est un joueur qui aide énormément le Barça à se relancer. Il est important dans les matchs importants et vise le ballon d'or parce qu'il fait une saison qui va rester dans les mémoires, en tout cas si le Barça finit par remporter des titres et notamment aller loin en Ligue des Champions. Et c'est ça qu'il faut retenir. Je vous laisse là-dessus, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, à donner votre avis en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis sinon, moi je vous dis peace.